L'État n'est plus le Léviathan au Congo. L'État a été boulonné par ceux-là qui pensaient remplacer l'État. Ils sont aujourd'hui forts, l'État n'existant plus, les institutions affaiblies. Comment pouvez-vous comprendre, un autre exemple qui montre l'absence de l'État, comment pouvez-vous comprendre un détourneur en circulation, mais celui qui a volé un pain se retrouve 10 ans en prison? Est-ce qu'il y a encore l'autorité de l'État? Un exemple encore simple. Dans un État, pour voir l'État en personne, il faut regarder la police. Parce que le rôle de la police, c'est de maintenir l'ordre, discipline, la tranquillité, la quiétude publique. Quand vous regardez notre police, de la manière dont la police est organisée au Congo, est-ce que l'État vit? Mon cher, que ce soit conflit foncier, que ce soit conflit tel, si l'État vivait, on n'allait pas avoir tous ces conflits. Point barre. Ce n'est pas venir chanter les sénateurs tels. Non. D'ailleurs, quand vous donnez plus de pouvoir aux hommes politiques d'aller, la politique était un jeu d'intérêt, envoyer les mêmes politiques aller résoudre ces problèmes à l'absence de l'État, vous leur donnez l'occasion de l'organiser. Et déjà, je vous dis, la majorité des leaders politiques, quand vous leur posez la question, ils vous disent tous que la politique, elle est sociologique et ethnique chez nous. C'est déjà un élément à prendre en compte. Mais vous persistez de dire que le Mobondo, c'est Kabila. L'armée congolaise, la structure qui a même un service de renseignement, pour son efficacité, vous dit, c'est l'entourage du président qui, la journée, se comporte aux agneaux. Le soir, il poignarde la République et le président. Samara n'évoque même pas ça. La gravité. L'histoire retiendra qu'il y a eu un homme qui a réussi à mettre fin aux avancées d'un groupe armé à travers un stylo, à travers une diplomatie active et percutante. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat pour que la paix revienne. Et nous demandons au peuple congolais de pouvoir faire un bloc derrière le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas avoir ce qu'on appelle, moi je l'ai toujours dit, c'est que le chef de l'État vit aujourd'hui, il est tellement exposé et que sa vie est en danger. Il est arrivé au moment où Mouzé était arrivé. Mouzé a compris que ces gens étaient des aventuriers et Mouzé a voulu lancer un défi. Il a été déjà pris au piège. Merci. Ça n'a pas marché. Et au moment où le chef de l'État le fait, nous devons l'accompagner, les soutenir. Les postes et les habits, ce sont des choses éphémères. Merci. Nous devons voir demain, parce que c'est notre demain que nos enfants vont vivre sans la compromission de ceux qui veulent prendre nos matières premières et notre terre. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons deux appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsele.
Le parc de la vallée de l'Antélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Une principale question au menu de ce nouveau numéro sur Politiquant, la force du détail. Où s'arrête la parole et où commence l'action? On essaiera d'épiloguer sur beaucoup de choses de façon à éclairer la lanterne de nombreux internautes et téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Vous êtes bien connectés et branchés pour suivre votre magazine que vous aimez tant. Et nous vous suggérons de commenter, de vous abonner surtout et de partager notre contenu afin que les autres soient édifiés et aient le même degré d'entendement de la situation générale que connaît la République démocratique du Congo. En aimant, en partageant le contenu, vous permettez à YouTube enfin de mieux nous référencer sur cette plateforme. On parlera de beaucoup de choses. Vous avez des collaborations de Corneille Nangaa qui soutient Urbi et Orbi, qu'il collabore avec le Rwanda voisin et il va plus loin en citant même l'Ouganda. Et cette collaboration, d'après lui, ne veut pas dire soutien. Qu'est-ce que cela change? On essaiera d'en parler. Mais aussi une parole qui bouleverse la sphère politique et même sécuritaire, c'est celle du ministre Julien Paluku qui affirme aussi que ce sera la dernière rébellion en RDC. C'est appuyant notamment sur le processus diplomatique en cours, soutenu et appuyé par la première dame, la première ministre, voulais-je dire, Judith Suminwa-Tuluka, qui cache ses propos, qui révèle ses propos, au moment où la RDC est à la croisée des chemins et se bat, remue ciel et terre pour son équilibre institutionnel, avec les dialogues annoncés au mois de février. Quels en sont le préalable? Est-ce possible qu'il puisse se tenir? Et puis, on va chuter sur la question des réaménagements techniques avec la guerre des Légaux au sein de l'Union sacrée qui dirige le chef de l'État de la nation. Pour en parler, on a sur ce plateau l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Mara Bobola. Soyez les bienvenus, vous êtes de l'UDPS Union sacrée. Ce sera la deuxième fois que vous participez à ce plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation. Je salue mon co-débatteur, je salue tout le peuple congolais. Je voulais présenter également mes remerciements pour tous ceux qui m'ont apporté quand même un soutien au moment où j'étais quand même un peu souffrant, j'étais malade. Par la grâce de Dieu, merci également à vous qui avez relayé les informations pour que les autorités soient touchées. Et cela a eu aussi également des conséquences sur ma guérison. D'aider, je voulais... On accuse votre famille politique de vous avoir abandonné. Bon, pendant écoutez, ce moment critique. Écoutez, les partis politiques ne m'avaient pas abandonné, seulement qu'il y a eu intervention après que cette vidéo soit relayée. C'est comme ça que j'ai vu quand même une délégation du secrétariat du parti qui était venue me rendre visite. Et ensuite, il y a eu des traitements qui ont continué,
Et aujourd'hui, j'ai repris ma bonne santé. Donc, merci également à notre secrétaire général Augustin Kabouya. Merci à tous les camarades et communicateurs du parti, mais aussi de l'Union sacrée de la nation. Je voulais également apporter une précision à une situation, à un conflit qui se passe au niveau de la Chopo. Les conflits opposent la communauté ou alors les tribus Mbole Lengola. La fois passée, j'étais dans une chaîne de télévision. J'avais essayé d'apporter un éclaircissement sur ces dossiers. Mais malheureusement, il n'y a pas eu une compréhension autour des leaders locaux. Qu'est-ce qui se passe dans la Chopo? Il y a de conflits fratricides? Ah oui, il y a eu un conflit qu'on appelle le conflit de Mbole-Lengola, un conflit meurtrier qui a déjà emporté beaucoup de personnes, beaucoup de nos compatriotes de ce coin. C'est comme ça que le président de la République, dans sa stratégie de lutter contre le conflit ethno-tribal, il a essayé quand même de donner le pouvoir au gouvernement provincial qui avait fait son travail. Mais nous, on avait pensé que c'était important de pouvoir associer aussi les leaders d'opinion locales. Notamment, on avait cité les cas, par exemple, du sénateur Bayokita Makula James, qui est l'un des élus de ces coins-là, de pouvoir travailler d'une manière collégiale avec d'autres sénateurs, d'autres leaders locaux, afin que ce conflit puisse se trouver quand même une solution durable. D'autant plus que nous nous tendons vers un dialogue. Moi, je l'ai toujours dit, est-ce qu'il faut aller toujours des dialogues avec les acteurs politiques qui demain, ils vont abandonner les problèmes au niveau de leur base? Une fois qu'un acteur politique trouve un poste ici au gouvernement central, il abandonne sa base. Le dialogue politique, il faut le rappeler, fait partie de la culture démocratique. Oui, ça fait et même de notre ADN. Ça fait partie de la culture démocratique, mais cette culture a démontré ses limites. Souvenez-vous, depuis que nous sommes accédés à l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, combien de dialogues que nous sommes allés et quelles sont les solutions définitives. Ici, je voulais faire une interpellation au président de la République en sa qualité, notamment du président de la République et des symboles de l'unité nationale, de penser d'initier aussi un dialogue interethnique autour des leaders locaux qui peuvent apporter aussi des problèmes au niveau de la base, afin que nous puissions trouver des solutions. Vous verrez qu'après les dialogues, il y aura d'autres crises sécuritaires qui vont naître. C'est comme ça que je voulais apporter aussi mon soutien dans ce sens. Oui, oui. Il faut que l'État puisse sévir, on ne le dira jamais assez, pour étouffer dans l'œuf certains mouvements de nature à mettre en péril la quiétude de paisibles citoyens. Ici, dans la capitale, tout comme dans le province, les 26 provinces. Même ici, dans le territoire de Kwamut, où une émission est menée par Eliezer Ntambwe pour dissuader les miliciens Mobondo à déposer leurs armes et aussi obtenir leur reddition. Est-ce que la grande question, va-t-il réussir là où le chef de l'État, là où l'arbitrage du chef de l'État avait échoué en avril 2024? J'ai aussi l'immense plaisir et l'honneur d'avoir à nos côtés Marley Vouvou, coordonnateur du mouvement MRC, mouvement des révolutionnaires congolais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus. Merci, cher Gédéon. Merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Je salue Jean-Pierre Kayembe pour ce beau cadre. Laissez-moi dire le conflit au Congo. C'est dû à l'absence totale de l'État. Là où l'État vit réellement, le peuple doit avoir peur d'agir dans le sens contraire. Des foyers de tension, c'est partout au monde. De l'autre côté, non, mais l'État agit. Ici, l'État plaire, l'État est surpris. Il n'y a pas d'anticipation. Parce que c'est supposé qu'il y a des services de sécurité partout, les renseignements. Lorsque ces gens sont organisés ou s'organisent dans des groupes skills, quelles sont les informations qu'ont nos services de sécurité? Tous nous sommes surpris. Diriger, c'est savoir anticiper les événements. Tous, au même titre que les dirigeants et nous, le peuple, nous sommes surpris de voir qu'il y a Mobondo qui est né, qu'il y a le conflit à la Chopo. C'est quoi l'anticipation des services de renseignement? Les Mobondo, on parle d'une guerre fratricide qui serait alimentée par certains politiciens. Mais est-ce que le conflit ethno-tribal chez moi à la Chopo n'est pas alimenté par l'entourage du président? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une habitude. L'armée nous a dit que Mobondo
est organisé, soutenu par ceux qui, la journée, sont des agnons dans l'entourage du président de la République. Le soir, ils organisent les Mobondo. Mon inquiétude, c'est que depuis cette révélation, personne n'est inquiété. Je prends le même propos tenu par le porte-parole de l'armée, si ces propos étaient tenus à la contre ou à la direction des opposants. Parce que cette fois-là, l'armée a pris ses responsabilités et l'armée a dit qu'ils ont toutes les informations. Est-ce que c'était vérifié et est-ce qu'il y avait des éléments constitutifs pour appuyer le dossier ou les déclarations? Ce n'est pas à moi de faire ce travail. Mais l'armée, c'est l'une des structures sérieuses que peut avoir un État. Et l'armée avait même menacé le FARDC. Dit que quand nous allons prendre nos responsabilités, nous n'allons pas utiliser le stylo, mais les armes. C'est-à-dire que c'était trop sérieux. Et à quoi servirait maintenant dans le contexte actuel une médiation ou une mission de pacification menée par Elisir Tamboué dans le territoire de Kwamout pour obtenir la reddition de miliciens Mobondo dans la mesure où le phénomène serait instrumentalisé par certains politiciens qui font partie de l'entourage du chef de l'État? Quand je parle de l'absence de l'État, c'est le travail qu'a fait la classe politique de 1965 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont déboulonné l'État pour avoir ces pouvoirs-là, cette capacité de déstabiliser la République. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi je l'ai dit, vous pouvez dénoncer un détourné, voilà un exemple qui illustre l'absence de l'État, mais celui qui a détourné, il peut utiliser le fonds détourné pour utiliser les services contre vous. Et les services vont t'arrêter. On peut même se séquestrer. Ça veut dire, par l'absence de l'État, par l'absence de notre capacité de sanctionner, c'est là que nous nous trouvons dans de telles situations. Parce qu'on vous dit, c'est clair maintenant que ces garçons, ces enfants du Grand Bandoulé Mobondo ont été manipulés par le biais de banques. Lesquels billets de banque ont pour source le détournement des derniers publics? Alors, il y a des étages. Il faut enquêter sur ces gens-là. Il faut enquêter sur l'enrichissement de ces gens-là. En utilisant les éléments qu'a le FARDC. Ce n'est plus un grand travail. On estime que le FARDC a déjà fait tout le travail. Il faut maintenant que la justice militaire sollicite de l'état-major général ces éléments qui prouvent que l'entourage du président organise et financerait le Mobondo pour que chacun réponde. Donc, en un mot, vous ne croyez pas trop à la mission de médiation menée par Elisir Tamboué. On a même vu des images, une centaine de miliciens Mobondo ont déposé leurs armes. Ce n'est pas la première fois sous Jacquemain Chabani. Il y a même pas une année ici. Les mêmes Mobondo ont déposé les armes. Peut-être cette fois-ci, il y a des signaux rassurants. À Kisangani, chez moi, Jacquemain Chabani était en mission, qui est lui-même qualifié d'une mission suicide pour mettre fin au même conflit. Pourquoi êtes-vous sceptique? Je suis sceptique parce que les éléments utilisés ne donnent pas occasion aux envoyés du gouvernement de résoudre le problème. Les éléments ne sont pas vrais. Le vrai élément, c'est entre le maître des services des renseignements. Quand l'armée vous dit, c'est là le vrai problème. Quand la structure qui combat contre le même milicien, vous dites que d'après nos enquêtes, nous avons même le nom. À ce moment-là, je ne demande pas les arrestations. Mais ne serait-ce que les auditions. Approfondir les enquêtes, par voilà. exemple. Et écouter ces gens-là, les confronter avec les enquêtes de l'armée. Comme ça, les experts qui ont appris à déceler le vrai fait vont nous dire, est-ce que l'armée avait raison? Est-ce que ces gens sont innocents ou sont coupables? Merci. Mais ce silence ici. Ne me parlez pas d'un silence coupable quand même. C'est un silence coupable parce que imaginez ici, Jean-Pierre Bemba avait menti simplement sur le nom de Kabila. Le nom de Kabila était dans le lèvre de tous les Congolais de l'Union secrète. Quand Jean-Pierre Bemba avait dit que c'est Kabila qui m'a organisé les Mobondo. Merci beaucoup. Je voudrais, avant que nous puissions ouvrir le débat, et on espère qu'on va faire un débat policier. Lorsque l'un parle, l'autre s'était. S'il y a des objections, vous le faites dans le temps qui vous sera imparti, dans le respect mutuel. Je plaide pour un débat de qualité, un débat républicain, parce que nous sommes suivis aussi par des personnes respectables. Marlez-vous, que dis-je, Marabobola, la situation dans le Kwamout,
croyez-vous vraiment à cette mission? Est-ce que cette fois-ci, la délégation gouvernementale qui dirige, à la tête de laquelle on a Elisa Tamboué, va-t-elle réussir là où l'habitat du chef de l'État avait montré ses limites? L'insécurité, ce n'est pas qu'à l'est du pays, ce n'est pas dans le territoire de Kwamouth, mais ici aussi à Kinshasa, et avec la circulation qui pose problème. Vous allez ramasser tout ça en étant record, en 5 minutes. Est-ce que la situation à Kinshasa, personnellement, vous arrange? Bon, merci bien pour la parole. Je crois que le peuple congolais intègre l'idée selon laquelle nous devons vivre dans la paix, dans la prospérité, pour pouvoir croire à un changement. On ne peut pas construire un pays avec les différents groupes armés en créant et en entretenant, moi j'appelle ça en éduquant, n'est-ce pas, les conflits. Nous avons plusieurs types de conflits dans notre pays. N'est-ce pas que la responsabilité vous incombe? Mais oui, nous savons que la responsabilité nous incombe, nous. Mais est-ce la question aussi que nous devons nous poser, est-ce que cette responsabilité nous est mal incombée, pardon, mais cette responsabilité aussi nous pousse pas à prendre des dispositions ou de mettre en place des moyens colossaux pour permettre à ce que ces conflits puissent trouver des solutions définitives. Les moyens, on en manque pas. Peut-être que vous pêchez dans la procédure et dans une vision, dans la vision stratégique qui devrait être implémentée. Même sur le plan religieux, sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas guérir une maladie spirituelle ou chasser les démons dans le corps d'une personne, d'un brebis, sans pour autant connaître d'abord la source. Je vous rappelle, Jésus-Christ raconte un fou dans un cimetière. Les fous, les démons dans les fous lui disent, envoyez-nous dans les corps, notamment des porcs, des cochons. C'est-à-dire que l'origine de la maladie de ces fous n'était pas seulement un problème qui est né comme ça. Ici, je vais parler de quoi? Nous avons des conflits dans notre pays qui n'ont pas de même nature. Vous avez les conflits des groupes armés qui sévissent à l'Est de la République démocratique du Congo, dont aujourd'hui nous vivons avec l'agression rwandaise, qui a une autre nature. Et sa nature, c'est laquelle? La nature, c'est notamment, il y a ce qu'on appelle l'hégémonie rwandaise, il y a également les causes profondes dont Bissimwa, Nanga, Sultan Makenga ont toujours parlé. Il y a également ce qu'on appelle aussi la pensée de M. Kagame de chercher à récupérer ces terres si l'ensemble de nos territoires congolais qui pense qu'il est important de pouvoir récupérer ces terres. Vous voyez que les causes sont multidimensionnelles. Nulle part, vous n'avez cité la responsabilité de nous Congolais. Non, notre responsabilité est comme lorsque nous compromettons avec ceux qui viennent nous agresser. C'est à ce moment que nous sommes responsables. Et ceux qui ont reçu le mandat de nous protéger. Ceux qui ont reçu le mandat de nous protéger les font alors de leur manière. Ici, je voulais faire quoi? Les conflits qui se vivent ici, au niveau de Kwamouth aussi, c'est un conflit foncier. Un conflit foncier, coutumier. Voilà là où ça tire son origine. Et lorsque vous avez un conflit foncier, coutumier, où vous avez des ethnies qui s'entretuent, c'est tout simplement, l'autre ethnie dit non, voilà, nous on n'a pas assez de terres, nous devons récupérer les terres des Téké pour continuer à faire nos activités agricoles. D'autres disent, vous êtes des venants, vous ne pouvez pas continuer à occuper des terres comme ça. Il faut commencer à acheter, à payer les impôts. Et ça crée maintenant une irritation. Mais malgré tout ça, l'État met les moyens pour mettre fin à ça. Mais n'oublions pas la main noire. Vous contredisez la version de l'armée. Non, je ne contredis pas la version de l'armée. L'armée a donné son point de vue. Mais il y a aussi des acteurs religieux qui avaient également donné leur point de vue. Je me rappelle à l'époque le cardinal Ambongo qui avait effectué une visite de l'autre côté, qui a dit ce conflit a ce qu'on appelle une source, la vie première de Kinshasa. Et l'armée avait également confirmé cela. Et nous sommes avancés, on nous cite quelques entourages du chef de l'État. Mais quand on avance encore, les autochtones, lorsque Bemba fait sa descente là-bas, il demande à la population. Et qui était derrière ce conflit, on citerait le cas de Joseph Kabila. Et quand on parle de la main noire, Mbosso a parlé de la main noire. Révélation jamais vérifiée par la suite. Bon, une révélation qui n'a jamais été vérifiée, mais nous avons les services de renseignement. Aujourd'hui,
on nous balance certaines raisons qui feraient l'interpellation, notamment de certains acteurs du PPRD, notamment je cite le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Chadari, avec Obama Minakou, qui, à Kinshasa, ils auraient tenu une réunion avec les organisateurs, notamment de ces groupes Mobondo. Et aujourd'hui, quand nous essayons un peu de faire une rétrospective des déclarations de Chadari, après que le chef de l'État puisse prendre le pouvoir, Chadari l'avait dit que si Tshisekedi ne respecte pas nos attentes ou alors nos clauses, nous allons faire le tout de paralyser notamment les institutions provinciales et nationales. Alors, lorsqu'on voit les choses évoluent, on commence à attendre certaines rumeurs que Chadari aurait organisé une réunion dans l'île de ses résidences à Kinshasa avec les gens de Mobondo. Ça nous pousse un peu à réfléchir. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que cet argumentaire, ce n'est pas une façon de cacher ou de voiler vos contre-performances? Kabila, que vous présentez, qui serait le maître à penser du phénomène Mobondo dans le territoire de Kwamout, Kabila n'est pas plus fort que la République. Faites au moins quelque chose. Oussama Ben Laden avait dérangé toute une puissance militaire. Et vous savez très bien que les États-Unis avaient mis des moyens, des millions de dollars, pour quiconque ramènerait Oussama aux États-Unis pour la neutralisation. Et vous savez l'histoire. Je ne suis pas contre la personne de notre ancien président de la République. Moi, Mara Bobo, là, je l'ai toujours dit, je serai très fier un jour de revoir que l'ancien président de la République se remette encore autour d'une table avec Félix Sétan Tshisekedi. Est-ce que c'est votre vœu? S'il vous plaît. Mais là, dans votre cœur, il y a une autre voix qui résonne. J'arrive. C'est-à-dire que notre contre-performance ici pourrait faire face Vous ne les avez jamais reconnus. Je vous en prie. Vous n'avez jamais reconnu vos contre-performances. Mais non, il y a des initiatives. Il y a une émission que Négolézer qui est passée. Je suis en train de saluer cette mission. L'objectif, c'est de trouver une paix de manière pacifique. Qu'est-ce qui vous rassure que ça aboutirait cette fois-ci, alors que l'arbitrage du chef de l'État avait échoué en avril 2024, en 30 secondes? Si l'arbitrage du chef de l'État avait échoué, je ne vois pas pourquoi Eliezer doit faire un déplacement de ce côté-là. Le nom du chef de l'État est cité parfois aussi abusivement dans ces conflits. Je parlais ici les cas des conflits de Mbolé, l'Angola, au niveau de la province de la Chopo. Non, il avait reçu le chef coutumier originaire de cette province. C'est ça que nous sommes en train de dire. Dans tout ça, les natifs des origines de tous ces conflits n'ont pas les mêmes natifs. Les conflits opposent Mbolé, l'Angola, au niveau de la province de la Chopo, n'a pas la même nature que le conflit des groupes armés qui s'opposent, les M23, avec le gouvernement congolais. Les conflits qui opposent notamment les Teke et Yaka n'ont pas la même nature. C'est-à-dire chaque conflit a sa nature. L'objectif ici, c'est de pouvoir voir de manière pacifique ou militaire de mettre fin à ça. Voilà pourquoi nous avons toujours pensé que les chefs de l'État devaient aussi, excusez-moi, je ne peux pas quand même ici l'obliger, pourraient aussi prendre en compte notamment les recommandations des leaders locaux vivant auprès de ces habitations. Quand vous êtes par exemple au niveau de la Chopo, il y a des leaders locaux, je vous ai parlé le cas du professeur M. Bayoki Tajames, qui est leader de ce coin, mais qui pense qu'il est important de pouvoir mettre sur la table des négociations avec d'autres leaders locaux. Parce que là, il y a aussi ce qu'on appelle la main noire. Et au niveau de Momondo ici, nous avons aussi la main noire. Dans certains systèmes de l'ancien, moi je l'ai toujours dit, si les PPRD, à travers les différentes accusations que nous recevons de la population et d'autres sources, notamment officielles, chercheraient à revenir au pouvoir par la voie des armes, c'est tout à fait normal que ce parti qui est né d'une rébellion puisse aujourd'hui retourner à sa case de départ pour pouvoir récupérer le pouvoir. Parce que l'ancien président, souvenez-vous, le jour où il a fait sa toute dernière interview, il a dit « Je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt ». Alors il faut comprendre comment vous interprétez ça. Mais non, quand quelqu'un vous dit à bientôt, sur le plan politique, ça veut dire quoi? Il va revenir. Merci beaucoup. Est-ce que son retour est-il interdit? La Constitution n'avait pas évoqué ça. Du moment où il y a un projet sous table pour le changement de cette même Constitution, eh bien, le débat est ouvert. Hein? Je crois que le débat est ouvert. À ce moment-là, nous allons risquer de relancer, notamment les retours des anciens présidents en République démocratique du Congo, et comme il est le seul unique président, qui malheureusement il a été condamné par contumace
Je ne sais pas ce qui sera sa suite. On discute à Doha avec lui. Bon, on ne discute pas à Doha avec lui, on discute avec le M23. N'est-ce pas que le patron de l'AFC-M23, c'est lui, d'après bon, le gouvernement congolais? Bon, les patrons du M23, aujourd'hui, d'après les révélations, notamment de l'ambassadrice du Rwanda aux Nations Unies, sur le plan de la coordination, on a pensé que nous avons confirmé toutes les dénonciations du président de la République qui avait pensé que les M23 n'étaient qu'une chimère, notamment une branche militaire politique, vos doutes notamment se sont du confirmés. Rwanda. Aujourd'hui, nous confirmons cela. Et quand nous prenons également les discours de notre ancien président de la République, Joseph Kabila, qui avait confirmé que les revendications du M23 étaient légitimes et les aspirations du M23 étaient les aspirations du peuple. Là, il y a une coordination, confirmation de la part de l'ambassadrice. Je vais révéler quelque chose. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est que moi je peux demander à notre ancien président, est-ce que ça ne lui sera pas encore facile, ça ne lui sera pas possible de tenir encore notre discours sur l'état de la nation, de nous donner sa position? Parce que Kagame a réclamé cette terre. Il y a l'ambassadrice du Rwanda, notamment aux Nations Unies, qui a révélé qu'il y a une coordination. Et Nanga l'a confirmé, on va parler de ça, d'après vos thématiques. Et donc, nous pensons qu'il y a lieu que le chef de notre ancien chef d'État puisse donner son point de vue pour que le peuple soit éclairé. Parce que là, il y a un peu de flou. Voilà, Mara Bobola qui a besoin du point de vue de l'ancien chef de l'État. Est-ce qu'on en a besoin? Eh bien, on verra comment ça va se passer. Parlez-vous, on parle de la nature des conflits. Votre lecture, c'est laquelle? Merci, cher Gédéon. Je voudrais aussi ici profiter pour dire à ton invité que la cohérence est l'élément majeur dans le discours politique. Il a confirmé ici qu'à Doha, ils ne sont pas avec Kabila. Mais il chute en disant c'est Kabila qui coordonne. Être coordonnateur, c'est le patron, non? Alors que vous ne discutez pas avec lui, alors vous discutez avec qui? Il confirme encore en disant, le problème de Kabila, c'est qu'il peut changer simplement son discours. Parce que le Rwanda a déjà confirmé sa collaboration avec le M23. C'est lui qui a dit. Et il dit d'ailleurs, avec devoir, il attend Kabila doit changer son discours. Ça dit, il est en train d'innocenter Kabila, mais l'élément qui lui manque, c'est le rétro-pédalage de Kabila. Donc Kabila doit changer son discours. Donc en fait, il devait nous dire clairement que Kabila a été condamné pour rien. C'était sur base d'un discours non analysé. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ton invité. Il va loin. Partout, il y a des mains noires. Je ne sais pas si ce régime, c'est un régime de l'église de Maman Olangi ou quoi. Non, non. Du respect pour cette non, quand je dis, femme. Quand je dis, personne. Non, ce n'est pas d'une manière péjorative. Ouais. Je l'ai dit, vous voyez, nous sommes dans des quartiers. Ça tombe bien. Nos sœurs qui prient chez CFMC, ils ont l'habitude de dire oh, balien, il y a famille. Le beau comme moi, ma besoin de famille. Tu vois, j'étais dans un système appelé combat spirituel. Et j'ai comme l'impression, le régime, le membre composant de ce régime sont tous de cette église. Il y a la main noire partout. Les conflits, Mbole Lengola, c'est moi qui s'en gagne. Vous êtes de la Chopo. N'existait pas sous Kabila. L'historicité des conflits. Parce que lui, il dit, il a tenté d'accuser l'ancien régime. Non. Non, non. Et si Akwamout, c'est un conflit qui a existé avant? Non, avant Kabila, ça n'existait pas. Kabila a quitté avant, il y a eu un conflit foncier entre les autochtones? Non, c'était à Mandombe, chez Gentini Ngobila, entre les Batende et les Banounou. L'histoire, on connaît. À l'époque, Ngobila fut gouverneur. Oui, fut gouverneur. Le conflit Teke Yanka n'existait pas. Kabila quittait le pouvoir en laissant les Teke et les Yaka. Donc c'est un conflit qui voit le jour sous Félix Tshisekedi. En quoi l'ancien régime? C'est de l'irresponsabilité. Donc, on peut me dire ici que même le détournement, ceux qui détournent sont conseillés par Kabila. Parce qu'ils ne sont responsables de rien. Mais comment vous parlez des responsabilités du pouvoir en place alors que la nature de ces conflits
d'après Marabobola, et, la nature de ces et d'autres fonciers. Mais justement, c'est l'absence de l'État, non? Qui doit organiser les secteurs fonciers au pays? C'est vous? C'est moi? Moi, je l'ai résumé à un seul mot. Ça dit la défaillance de l'État. Expliquez-moi où le secteur foncier est organisé. Tout propriétaire des terres, tout citoyen qui a une parcelle ou une partie des terres doit être porteur d'un document dûment délivré. Alors, comment ces conflits peuvent-ils exister? Des conflits fonciers partout. Vous allez en Ituri, les Ema et les Lendou. C'est quoi le mécanisme légal ou le mécanisme étatique mis en place par le régime? C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, ce n'est pas sortir chaque jour, envoyer les gens dans des plateaux de télé. Et il y a une mission qui est menée sur place avec les Antabou. C'est faible. Pourquoi? Ça donne l'impression que ceux qui commettent des crimes sont plus approchés par les régimes. Or, l'État doit faire vivre sa puissance. L'État doit être capable de dompter ces arts de mouvement. En tant que le Léviathan. En tant que le Léviathan. La capacité de sanctionner. L'État doit être capable de sanctionner sévèrement quand il faut sanctionner sévèrement. L'État est gendarme, doit être un gendarme. Ce n'est pas un État. Le monopole de la violence publique appartient à l'État. On tue plus de 250 000 Congolais sont morts pendant ce conflit, si je n'exagère pas. Mais on dit on négocie. Bon, quelle est la justice que vous allez rendre aux victimes? Aux familles qui ont perdu les leurs. C'est ça l'absence de l'État. Maintenant, ça donne l'impression, moi aussi je peux faire ça. Si je résiste plus, on va s'approcher de moi. Quelle serait la solution? La pour solution, mettre fin à ces conflits fratricides qui sévit le territoire de Kwamouth. L'État ne doit pas être responsable quand il faut aller enlever Shaddai. L'État ne peut pas être responsable quand il faut aller casser la maison de Vouvou, enlever Kamizelo, filmer Kamizelo demandant pardon au président de la République. Non, ça ce n'est pas l'État. Ça c'est une blague d'État. C'est là où on attend la puissance de l'État. Comme Léviathan. Mais comment l'État serait aussi Léviathan? L'État ne va pas être Léviathan parce que l'État ne va pas être Léviathan sans moyens. Tous les moyens de l'État sont dilapidés devant vous et moi. 350 millions, on pouvait orienter dans le service des renseignements pour que nous ayons un bon service des renseignements détourné par un individu et l'individu sur qui ici. 500 millions pour équiper la police, un groupe d'individus s'encapare de ces 500 millions. Et ces gens-là sur qui il y a eu déboulonnement de l'État, et ce qui fait que nous sommes faibles. Vous parlez que de Mobondo. Nous parlons de conflits Mbole Lengola. Nous parlons de Lendo et Emma. Mais ici à Kinshasa, de bandits urbains de Koulouna. Je vous montre l'incapacité de l'État, l'inexistence de l'État. Banamora Mike Bazangati n'a pas tellement 5 dans le coin. Personne n'a la capacité de les dompter. Quel est le sens que vous donnez à une paix par compromis, à une paix par fragile, fragile, par frappe, fragile. Ou une paix victorieuse? Une paix, ça s'impose. La paix signifie dignité. La paix imposée signifie dignité, signifie respect. Je vous donne un exemple d'un État qu'on doit respecter, l'Iran. L'Iran n'a pas attendu de pleureuses et de pleurnichards comme au Congo pour répondre à l'Israël. Ceux qui nous donnent cette paix-là à négocier seront nos maîtres, non? Parce que notre paix va dépendre d'eux. Si c'est le cas, pourquoi l'opposition réclame à corps et à cri le dialogue? Non, le dialogue, c'est comme dit la Bible, un royaume divisé ne prospère pas. Ce n'est pas parce que vous allez dialoguer que vous ne devez pas faire vivre le mécanisme de l'État. Il faut créer un État-nation. On est loin de l'être. On est loin. Commencez d'abord par créer l'État. Un État. Attends, on n'est pas loin. Ce qui nous manque, c'est la volonté. L'ominence grise est là. Mais la mauvaise foi. Non, pour commencer par arriver à cette étape, État-nation, on doit commencer par créer l'État. Mais justement, non. Par avoir une nation. Nous ne le laissons pas encore. Mais justement. C'est ainsi qu'on arrivera à cette qu'est-ce qui nous manque? C'est la volonté politique et l'amour du pays.
Mon frère a tenté de citer, donner un exemple. En 30 secondes, hein, vous citez par là. Quand vous prenez les cas qu'il a tenté de citer de Ben Laden, dans le dossier Ben Laden, il y a à boire et à manger. Un État sérieux, les États-Unis ont laissé Ben Laden faire pour aller contrôler le Golfe. Et il a obtenu, il a déstabilisé l'Iran, l'Irak, l'Afghanistan, sous prétexte de Ben Laden. Les États-Unis ont sacrifié 3000 de ses citoyens pour contrôler une zone stratégique. Ce n'est pas comme vous, l'exemple que vous donnez ici. Ce n'est pas comme vous. Je vous prends un cas. Il continue dans le mal. C'est ça le vrai débat. Non, Kabila est derrière Mobondo. D'abord, quand il dit, il parle de l'audition de Chadar par les services. Or, selon la loi et la procédure légale, cette étape est censée rester secrète. Donc, lui, il doit nous dire, avant de quitter ici, qui lui a donné ces informations. Attends, nous devons être une république qui respecte le nom. Une république sérieuse. Une audition, une étape que la loi veut que ça soit secrète. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en réalité, les Chadar et autres sont de présumés. C'est une étape inquisitoire. Sont de présumés innocents. Ce qu'il dit, si demain ils sont acquittés, il a touché à leur dignité aux dignités de leur famille. C'est pourquoi le législateur a voulu que cette étape soit vraiment secrète. Mais il dit, Chadar était interpellé parce que pas interpellé d'ailleurs enlevé. Quand vous dites qu'il n'y a pas enlèvement... C'est pas ça le débat, la parole va tourner. Quand il a dit, quand vous dites qu'il n'y a pas enlèvement, il y a enlèvement lorsque la procédure légale est violée. Quelle est la procédure, quelle est la disposition légale qui donne droit à la cyberdéfense d'aller prendre les gens à 10 h du matin, à casser leur maison? Vous avez vu le vitre de la chambre d'Obeminaku? Merci. Merci beaucoup, Marley Vovo. Donc, le Mobondo... La parole devra tourner. Donc, on a compris. Je suis dans 30 secondes. Donc, le Mobondo... Et chercher à faut pas avoir l'ombre de Kabila 30 secondes. Il ne faut pas être dans un plateau sérieux comme celui-ci, parler de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba est le ministre national en charge des diffamations. En charge des transports. Dans un pays où il n'y a pas de transport, c'est un ministre national en charge des diffamations contre Kabila, Katumbi, Senko et CC. Il a dit, entre Jean-Pierre Bemba, il a même tué l'image du président, en disant que quand ils avaient arrêté les Mobondo, à l'époque il était ministre de la Défense, les Mobondo arrêté le milicien, ont cité le nom de Kabila et il avait transféré tous les dossiers dans le PV au président de la République. Maintenant, le FARDC nous dit, c'est faux. Et c'est la deuxième fois. On a compris. Il y a eu une mission de l'armée où les gens ont... il y avait une vidéo où le Mobondo n'avait pas cité le nom de Kabila. Aujourd'hui, c'est l'armée. Arrêtez de faire le commerce avec le nom de Kabila. Merci beaucoup. Arrêtez de chercher d'avoir un bilan derrière le nom de Kabila. La parole doit tourner. Présentez-nous votre travail pendant 7 ans. S'il vous plaît, Marley Vovo, la parole doit tourner. Il est resté longtemps, calme, serein, et j'aime cette attitude. Et on va évoluer pour chercher à comprendre ce qui se passe exactement. Et ce qui me révulse, c'est attendre 7 ans congolais qui se donnent une mission ou un travail de basse classe en affirmant des choses sur la place publique. Non, na audition Anna, Chadari a balancé Minaku. Mais comment ils arrivent à avoir ce genre d'informations jusqu'à le mettre sur la place publique, alors que l'étape est voulue secrète avant qu'il le soit placé devant leur juge naturel. On va évoluer avec l'extrait de Julien Paluku qui est revenu sur la situation sécuritaire. Il est resté plutôt optimiste en pensant que la situation de l'AFSA M23 qui a fait tomber plusieurs villes, et ça fait déjà 1 an, c'est une situation qui est plutôt améliorative et ce sera la dernière rébellion que connaît le pays. Que cachent ces propos de Julien Paluku? On revient sur ce plateau avec des cryptages, mais avant tout, suivez cet extrait. Je prends les risques. Je prends les risques de dire que ça, c'est la dernière rébellion en République démocratique du Congo. Je prends ces risques. Au regard de ce que je vois,
ce que le gouvernement conduit par son Excellence Madame ici présente, ce que ce gouvernement est en train de faire, ce que le président est en train de faire, je prends donc ces risques. Pourquoi? Deux réponses majeures. La première, elle est diplomatique. On est en train de couper toutes les branches sur lesquelles s'appuyait le Rwanda. On a signé l'accord que vous avez suivi à Washington. Nous allons nous rendre bientôt. Vous allez dire que c'est pourquoi j'ai pris les risques. On va se rendre bientôt à Abu Dhabi pour signer un accord avec les Émirats arabes unis. C'est dans cet espace où 80% des minéraux en province du Rwanda étaient dirigés. On va couper les fils pour qu'on commence à traiter directement avec eux, sous l'autorité de Madame la Première ministre ici présente. La réponse suivante, elle est sécuritaire. Pendant tout ce temps que vous avez suivi, les rébellions se sont succédées, eh bien, il y avait une infiltration massive au sein de l'appareil judiciaire. Et ce gouvernement ici est en train de faire un nettoyage systématique pour extirper de l'appareil sécuritaire toutes ces patates pourries qui en fait contaminaient le reste de l'appareil et nous amenaient à des échecs et des échecs sur une période de 20 ans. Et donc le risque que je prends, il est appuyé par cet argumentaire que je voudrais partager avec la population de Goma, de Butembo, de Beni, de Bukavu, de Uvira, que c'est la dernière rébellion. Et le regard de la première ministre, il laisse entendre beaucoup de choses après ces récitals de Julien Paluku. Marabout, voilà, vous êtes de l'Union Sacrée, vous affichez une posture plutôt optimiste quant à la fin de cette guerre, et même la fin définitive de la spirale ou de la série des rébellions que le Congo a connue. D'après vous, que révèlent ces propos de Julien Paluku, qui fut ancien gouverneur de la province du Nord? Bon, merci. Je voulais quand même nettoyer certaines choses que M. Merlet vous va essayer d'étaler ici. Faites-le rapidement. Malheureusement, tenu ici. Et on doit comprendre qu'il y a une différence entre une collaboration et une coordination. Nulle part, j'ai innocenté l'ancien président de la République. Je présentais un fait. Notre ancien président de la République avait tenu un discours sur l'état de la nation. Là, on est tous d'accord. Et en tenant ce discours, il a placé sa responsabilité à travers des déclarations que les revendications du M23 étaient nobles et que les aspirations du M23 étaient les aspirations du peuple. Nous avons tous suivi. Ça a fait un débat ici. Quelques temps après, on voit Kagame qui sort, qui réclame cette terre, dont les M23 réclameraient également dans leur cahier de charges. Personne n'a dit mot. Vous avez accès au cahier de charges du M23? Mais nous savons les cahiers de charges. C'est quoi le cahier de charges? Les cahiers de charges n'est que les problèmes qu'on appelle les conflits multidimensionnels, les causes profondes qu'on appelle les causes identitaires, comment on appelle les Banyamulenge, les problèmes de terre. C'est ça les cahiers de charges. Et puis les prendre et les insérer dans l'armée, c'est tout. Mais ces cahiers de charges n'est pas les cahiers de charges de Nanga ni de Kabila. C'est un cahier de charges qui est venu des quartiers généraux du Rwanda. Et donc, face à cette situation, moi, étant congolais, où je constate que nous avons un ancien président, même s'il a été condamné par coutumance, qu'il n'a pas pu nous donner de vraies raisons, donc je lui rappelle que Kabila n'a pas été condamné parce qu'il y a eu un arrangement. Il a été cité par les services de renseignement militaires, qu'il serait notamment en train de faire ce qu'on appelle la participation à un mouvement insurrectionnel, de la haute trahison et de l'atteinte à la sûreté de l'État. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc, je n'ai pas innocenté Kabila. Je lui ai juste demandé de faire la même gymnastique. Il a tenu un discours, nous avons tout suivi. Là maintenant, c'est un président d'un pays voisin qui réclame ses terres dans le pays où lui, il est ancien président. Qu'est-ce que ça change? Ça change une chose. Laquelle? Ça change au niveau socio-culturel de nos compatriotes qui sont dans les provinces occupées. Tout simplement, les propos de Kagame remettent en doute, en cause. Ça peut occasionner quelques mouvements, notamment des revendications des personnes. Ça occasionne même la balkanisation. Voilà pourquoi vous enregistrez autant.
on ne s'en réjouit pas. Oui, on s'en réjouit parce que Kagame est arrivé là où nous avons commencé à dénoncer l'agression rwandaise. On s'en réjouit, c'est parce que la victoire diplomatique du chef de l'État n'est plus un slogan, ça devient une réalité. J'en reviens ici. Donc, mon ami, je n'ai pas innocenté notre ancien président. C'est un devoir pour moi de lui demander de nous éclairer. La Senko et l'ECC doivent aussi nous éclairer face à cette situation. Il y a un monsieur qui réclame ses terres chez nous, sur le plan de l'historicité congolaise. Est-ce qu'on peut savoir? La Senko, j'ai vu Fulgence Mouteba avec beaucoup de respect dénigrer l'accord de paix que nous avons signé à Washington, également l'accord des cadres d'intégration économique. Il parlait même des non-annévants. Et maintenant là, dans les non-annévants là, on regrette le minerai. Mais celui qui veut, qui voit que ce minerai il est en train de les perdre, il réclame maintenant ces terres où il retrouve ces minéraux. Ils doivent se prononcer. Vous l'avez posé une très belle question sur les différentes solutions aux conflits fonciers dans notre pays. M. Merlin a balboussé. Je parie qu'il n'a pas donné une bonne réponse. Quels sont les mécanismes qui peuvent aider à nos compatriotes qui ont des conflits fonciers de mettre fin? Je prends le cas de conflit de Molé Longola, c'est lui. Je ne sais pas s'il a été là-bas, je ne sais pas. Ce conflit a toujours des origines foncières. Les Molé réclament leurs terres que les Lengola ont vendu. N'est-ce pas? Alors, puisque les Lengola ont vendu les terres de Molé, la sacrée maintenant un conflit. Il y a plus de 70 000 familles qui se sont déplacées. Ils ne sont pas dans leurs terres. Il y a plus de morts que ce conflit a enregistré. Voilà pourquoi nous avons pensé à l'IDPS, également à l'Union sacrée, même si je ne l'engage pas ce structure, mais j'ai les probabilités, j'ai les prérogatives de défendre sur le plan idéologique. Nous pensons que ces conflits peuvent trouver des solutions sur le plan notamment des droits. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place un État réellement des droits. Comme c'est un conflit foncier, nous avons un ministère des Affaires foncières. Mais vous dites pratiquement la même chose. Ils vous reprochent les responsabilités. Vous n'avez pas su mettre en place des structures institutionnelles fortes, capables de dissuader ces genres d'actes qui font perdre aux Congolais la vie. Vous avez, je donne un cas. Vous avez M. Bayokita qui est nommé, je donne un exemple, qui est nommé ministre ici dans le gouvernement central. Il a son opposant qui est aussi leader d'opinion au niveau de la Chopo. Qui commence à lui faire des manœuvres au niveau de la base pour lui créer des problèmes. Dire au président de la République, voilà la personne que vous avez les pouvoirs, il n'a aucun pouvoir de pouvoir donner la solution à ces conflits. C'est ça ce qu'on appelle la main noire qu'il a évoquée ici. Et c'est la même main noire qu'on évoque ici, au niveau de Kwamutu, où on retrouve les aciers classiques du PPRD et qu'on sort. C'est-à-dire qu'il a parlé sur l'absence de l'autorité de l'État. Avant que nous puissions devenir une nation, avant que nous puissions avoir un État, nous devons avoir une nation forte. Mais ce sont des notions qui sont différentes. L'État ne peut pas exister si vous n'avez pas un pouvoir politique organisé. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant que Bukavu, Goma et Ouvira, même si ils ont libéré Ouvira, sur le plan de la pression diplomatique, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Goma était tombé pendant qu'il y avait ce qu'on appelle la présence de l'autorité de l'État? Mais une autorité, je dirais, défaillante, qui on a constaté qu'il y avait une faiblesse et une trahison au sein de l'armée. Et ça a occasionné ce qu'on appelle une agression rwandaise. Ça, nous sommes tout à fait d'accord. Alors, venons au sujet. Est-ce que Julien Paluku vous inspire confiance? Je voulais répondre à ça, mais je crois que, étant congolais, étant analyste politique, étant acteur politique, je pense que Julien Paluku ne devait pas tenir de tels propos. Parce que de par la nature, la cause des conflits des groupes armés... Vous insistez beaucoup plus sur la nature des conflits. Ah mais oui, mais c'est ce qui crée des problèmes. C'est ce qui crée des problèmes. On ne peut pas attaquer la maladie par des conséquences. Il faut attaquer la cause. La cause, peut-être, ça peut être la malaria, l'appendicite, quelque chose comme ça. Mais quand vous attaquez les conséquences, vous oubliez la cause. La maladie va encore renaître. Et aujourd'hui, quand j'attaque la nature, c'est ça les origines. Est-ce que dans l'approche déjà,
dans l'appréhension de la situation sécuritaire que vit la RDC dans l'est du pays, est-ce qu'on n'est pas parti trop vite en besogne? Est-ce que quelque part on n'est pas perdu ou dépassé par les événements? Par exemple, quand je suis le ministre de l'économie, Moukoko Samba, qui présente ce conflit comme une situation qui serait dont la cause serait l'économie. Il y a un conflit économique, essentiellement économique. Est-ce que c'est vrai ou on est un peu perdu là? Bon, pour confirmer d'abord que le conflit aurait pour raison, certaines raisons, parce qu'il y a plusieurs raisons économiques. C'est ce que moi, je nomme ce qu'on appelle la guerre des minéraux. Aujourd'hui, dans la sous-région, nous avons des minéraux rares, qu'on appelle les minéraux critiques. Est-ce que ce n'est pas une approche minimaliste? Excusez-moi. Ce sont ces causes qui motivent Kagame d'envoyer ses troupes. L'approche n'est pas minimaliste. Non, quand Kagame réclame ses terres, non. Il réclame ses terres, est-ce pour le minerai ou pour s'y installer? D'autant plus qu'il faut rappeler, l'histoire retiendra que Rwanda est le premier pays exportateur du coltan sans forcément être chez nous ou nous faire la guerre. Par les trafics qui se passent là, l'organisation des sites, les Congolais traversent et vendent au plus haut franc. C'est comme ça que le Rwanda a pu construire son économie. Est-ce que devons-nous nous baser sur l'approche purement économique et oublier d'autres considérations telles que les considérations hégémoniques quand Kagame réclame ses terres? La cause économique, c'est parmi les causes sous-jacentes. Les causes primordiales ici, ce sont des causes profondes dont je parle de la nature. Kagame pense, on a l'impression d'avoir oublié ça. Kagame pense, excusez-moi, Kagame pense qu'on récupérera ces terres. Il va retrouver des minéraux. Et en retrouvant les minéraux, il va appuyer son économie. Donc nous tombons dans ce que moi j'appelle la guerre des minéraux. Aujourd'hui, c'est lui qui contrôle la zone minière du Grand Kivu, contrôle l'économie numérique. Il contrôle les grandes puissances, les États-Unis et la Chine. Rappelez-vous, aujourd'hui, les Américains, à travers les projets que Donald Trump a portés pendant sa campagne électorale, qu'on appelle America First, c'est-à-dire que l'Amérique d'abord. First, merci beaucoup. L'Amérique d'abord. Alors, ça occasionne également qu'il y ait notamment des affrontements. Alors, je voulais revenir dans ce que Julien Paluku, je pense que le moment n'était pas venu de tenir un tel propos parce que, vous savez, essayez un peu de remonter un peu les avancées d'IM23. Vous allez voir que quand ils étaient à Bunagana, il y a eu une motivation. Ils ont quitté Bunagana pour arriver à Kichanga. Il y a eu d'autres motivations. Ils ont quitté de Kichanga pour prendre Goma. Les motivations étaient différentes. Aujourd'hui, là, on ne doit pas tenir de discours, je dirais, populistes. C'est populiste, c'est ce qu'il a dit. Non, je pense que ces discours sont vraiment populistes. Qui a-t-il de mal à être optimiste? C'est-à-dire que le président de la République, nous savons que nous avons gagné une bataille diplomatique. D'accord? Déjà, quand vous attendez Kagame affirmer haut et fort qu'il a besoin de terre, c'est-à-dire qu'il pense déjà qu'ici, je n'ai rien à perdre. Et il s'est appuyé sur le volet diplomatique. Ah voilà, le chef de l'État. Les résultats, en croire Julien Paluku. Ah oui. Les résultats sont palpables. Mais ces résultats, est-ce que ces résultats seront définitifs? Parce qu'on n'a pas dénaturé la nature du conflit de par ce cordon ombilical. Il faut consolider les résultats. Il faut consolider. La consolidation de ces résultats pense également à ce qu'on appelle une nouvelle mentalité de la classe politique. D'où vous trouvez, il y a des acteurs politiques. Moi, je vois déjà l'avenir de nos compatriotes qui ont rejoint l'AFC de Nanga pensant qu'ils vont arriver à Kinshasa pour récupérer le pouvoir. Et là, Kagame sort de son silence pour réclamer ses terres. Ça crée déjà deux politiques différentes. Maintenant, là, il faut décourager les Congolais. Parce qu'après Nanga, peut-être ça sera, excusez-moi, je ne dis pas que ça sera lui. Peut-être ça sera M. Gédéon qui va aller prendre les armes, être soutenu par Kagame pour jouer le même rôle que Mouzé a joué, que Bosco Taganda a joué, que Nanga est en train de jouer aujourd'hui. Et donc, à ce point-là, je pense que Julien Paluku ne devait pas arriver à ça. Parce que même au sein de l'armée, il y a plusieurs réformes, le chef de l'État initiées au sein de l'armée, mais ce n'était pas le moment de pouvoir balancer une telle déclaration parce que nous avons encore beaucoup à faire. Bukavu est encore entre les mains du M23. Vous avez la ville de Goma entre les mains du M23. Nous devons aller auprès de nos pères colonisateurs
pour exposer maintenant les déclarations de Kagame afin que la communauté internationale puisse se trancher et donner la responsabilité de chaque personne sur le plan judiciaire. Peut-être ce qui pourrait justifier aussi le regard de la première ministre, Madame Judith Souloukoua. Mais bien avant, on va écouter aussi l'intervention de Patrick Mouyaya sur laquelle Marlevou va revenir et donner son décryptage. Je vais terminer sur la question du dialogue. Parce qu'on entend parler du dialogue à tout moment. Et certains ont même tendance à dire que le gouvernement ne veut pas du dialogue. Totalement faux. Le président de la République, en février 2025, avait tendu la main. C'est dans cet ordre d'ailleurs qu'il a reçu le docteur Mukwege ou encore l'honorable Martin Fayoulou. Ça veut dire que le président est totalement disposé. Au début de l'initiative de prêtres, je crois que les présidents étaient parmi les premiers à les recevoir. Mais les présidents, en termes des propositions de paix, n'a pas reçu que les propositions de prêtres. Il en a reçu aussi des confessions religieuses. C'est pour ça qu'il les a mis ensemble. Aujourd'hui, il existe une feuille de route adoptée par toutes les parties prenantes pour que nous puissions aller vers la paix. Mais Willy Kalenga, dites-moi, l'origine de la crise, elle est d'abord sécuritaire. C'est une crise qui est liée à l'agression. Comment pensez-vous qu'on peut s'asseoir, parler de paix avec certains d'entre nous qui sont complices du mal? Lorsque vous avez des gens qui vont séjourner à Goma, c'est fort sécurisé à Goma. Ici, je pense au président sortant et à tous ses alliés qui créent, y compris un mouvement Sauvons le Rwanda au Congo, pour être ceux qui apparaissent pour que les pressions diminuent sur leurs parents. Comment pensez-vous qu'on peut laver les linges sales en famille lorsque vous avez, y compris certains prêtres dans l'Église, disons les choses telles qu'elles sont, qui propagent de mensonges sur l'accord, y compris sur des choses qu'on n'a jamais signées. Et donc, il est important, qu'en ces jours de mémoire, qu'on se rappelle ce parcours. Je crois qu'il n'y a pas un gouvernement qui s'est autant investi pour que la paix qui va arriver au terme de tous ces processus soit une paix durable, une paix définitive qui... Marlevou, est-ce le discours de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, et on ne peut plus clair, comment pouvons-nous dialoguer avec certains Congolais qui se sont alliés au Rwanda? Et ce n'est pas une démarche voulue par le gouvernement pour couper les cordons ombilicaux et désarçonner ou débusquer complètement le Rwanda. Je crois dans que cette guerre. Mon débatteur m'a appuyé en passant être en train de me condamner. Le problème du Congo, c'est l'absence totale de l'autorité de l'État. Cette absence, ce n'est pas parce que nous avons des zones occupées. Parce que même ici, je vous ai donné un petit exemple. Des jeunes gens à Kinshasa, avec des gilettes seulement. Personne, opération Ndobo ici, opération tel là-bas. Mais personne n'a la capacité de les dompter. C'est ça l'absence de l'État. Dans un pays où l'État vit, même pour voir une maman sortir une table, mettre devant sa parcelle, elle doit avoir paix. Dans le cadre de la préservation deux acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. L'État n'est plus le Léviathan au Congo. L'État a été boulonné par ceux-là qui pensaient remplacer l'État.
Ils sont aujourd'hui forts, l'État n'existant plus, les institutions affaiblies. Comment pouvez-vous comprendre un autre exemple qui montre l'absence de l'État? Comment pouvez-vous comprendre un détourneur en circulation, mais celui qui a volé un pain se retrouve 10 ans en prison? Est-ce qu'il y a encore l'autorité de l'État? Un exemple encore simple. Dans un État, pour voir l'État en personne, il faut regarder la police. Parce que le rôle de la police, c'est de maintenir l'ordre, discipline, la tranquillité, la quiétude publique. Quand vous regardez notre police, de la manière dont la police est organisée au Congo, est-ce que l'État vit? Mon cher, que ce soit conflit foncier, que ce soit conflit tel, si l'État vivait, on n'allait pas avoir tous ces conflits. Point barre. Ce n'est pas venir chanter les sénateurs tels. Non. D'ailleurs, quand vous donnez plus de pouvoir aux hommes politiques d'aller, la politique était un jeu d'intérêt, envoyer les mêmes politiques à aller résoudre ces problèmes à l'absence de l'État, vous leur donnez l'occasion de l'organiser. Et déjà, je vous dis, la majorité des leaders politiques, quand vous leur posez la question, ils vous disent tous que la politique, elle est sociologique et ethnique chez nous. C'est déjà un élément à prendre en compte. Mais vous persistez de dire que le Mobondo, c'est Kabila. L'armée congolaise, la structure qui a même un service de renseignement, pour son efficacité, vous dit, c'est l'entourage du président qui, la journée, se comporte aux agneaux. Le soir, il poignarde la République et le président. Samara n'évoque même pas ça. La gravité. Ça dit, les gens qui nous dirigent, ce sont eux qui organisent nos morts. Alors, revenons sur le sujet. J'avance. Il faut me donner le même temps d'antenne, ça donne l'impression qu'il a plus de temps. Non, non. Je vais avancer. On dit que les causes profondes. Il dit la même chose que Nanga. Mais lui, il ne sera pas arrêté. Parce que, déjà quand il dit le cahier des charges de tous les deux camps, les deux cahiers ont été déjà fusionnés par l'accord cadre signé la dernière fois d'Oa. Vous parlez encore de quoi? Parce que nous avons déjà un cadre. On ne discute plus sur le cahier des charges. Les deux parties se sont mis d'accord sur certains principes. Comment vous accusez le M23 et le Congo qui a accepté? Vous dites quoi? Parce que ici, à Doha, nous avons quitté l'étape des cahiers des charges. Nous avons un accord cadre et il y a des 3 points où il n'y a pas l'hégémonie ou quoi. Quand vous accusez encore Kagame ici, c'est ça l'irresponsabilité de l'État. Moi, je vous ai dit l'autre fois, moi, je prends Kagame dans 2 volets, scientifique et politique. Sur le plan scientifique, aucun Congolais n'a le droit de condamner Kagame. Aucun. Au moins que nous jouissons tous de l'électrisme intellectuel. Quand vous lisez l'art de guerre de Machiavel, l'art de la guerre, pardon, Machiavel dit ceci: la puissance d'un État se démontre aussi par ses velléités expansionnistes. Cela veut dire que c'est à chaque État de s'organiser pour protéger ses terres. Vous étiez où lorsque Bounagan a tombé? Où étiez-vous? Dans des boîtes de nuit, parce que vous êtes un régime de jouisseurs, en train de chercher les femmes, prendre la bière. Mais rien ne le prouve, attends, mais l'État ne peut pas se plaindre comme moi. C'est à eux de nous dire où ils étaient-ils. C'est à eux. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à vous, Gédéon. Nous avons choisi les gens pour nous diriger, pour nous sécuriser. Ces gens-là reviennent sur nous pour nous poser la question comment est-ce que Bounagan est tombé. Il y a un service de frontières, non? Combien de policiers frontaliers y a Bissou Bakoufa Jouran? Parce que ça devait avoir... on devait vivre un affrontement entre Bagomba Outi na Ouganda et Soudan na Bissou. Combien de morts? Aucun rapport. Bakouta qui est en vide? Aucun rapport. C'est le rapport qu'on voit Kabila na Kagame. On se limite là, c'est fini, c'est suffisant. Oui. Kagame sur le plan politique, je l'avais dit même sur ton plateau. Si Kagame pense qu'il a des terres ici, c'est qu'il a quelques centimètres dans la parcelle familiale de Tshisekedi Alimete. Ah, comment ça? Parce que c'est son ami et frère, partenaire fiable. C'est son partenaire fiable. Mara ici et les gens de l'IDPS ont chanté contre vous et moi. Ils ont réussi Kagame. Ils ont chanté Yona Noboya Kagame, Boy Kagame, Salamou Kilina.
Après tout, Africains, nous sommes un même peuple. Et la culture oblige que je puisse appeler un Malien mon frère. Non, non, un Ougandais frère. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Est-ce que qui peut accepter? Il y a débat vraiment à ce niveau-là. Qui peut inviter celui qui a violé ses enfants et il demande aux autres membres de la famille de chanter pour lui? Qui est ce papa-là responsable? J'ai besoin d'une réponse. C'est que Tshisekedi a fait. Il avait lavé Kagame. Et ça continue. Lisons tous l'accord de Washington. Kagame n'est tenu responsable de rien. D'abord, quand vous prenez la page 3 de l'accord de Washington, signé par les deux ministres des Affaires étrangères, entériné par les deux présidents. La page 3 nous renvoie dos à dos. On nous dit, nous devons respecter l'intégrité territoriale du Rwanda. Montrez-moi une seule seconde ou une date, année précise que nous avons violé, pas simplement du Rwanda, l'intégrité territoriale d'un voisin. Nous nous comportons bien vis-à-vis de nos voisins. Là, c'est le Rwanda sur le plan diplomatique qui sort gagnant. Je prends le discours de Julien Palou que je vais mélanger avec Patrick Mouyaya. Mouyaya. Est-ce que n'est-il pas dans la démarche de couper le cordon ombilical? Non, Mouyaya, ce sont des discours politiquement motivés. Il n'y a rien de réalité. Lorsque le président est dans un balai diplomatique en train de voir Yadema, Lorenzo, tout ça, c'est pour qu'on... Le président vient de Kisangani où il a inauguré de Kananga. Non, attends, avant. Il a inauguré l'université de Kananga. Il ne faut pas déranger la quiétude des Congolais. Le président a vu Lorenzo. Une université au standard moderne. Le président a vu Lorenzo. Ça, c'est un autre débat. Laissez-moi rester dans les thématiques. Le président a vu Lorenzo, vrai ou faux. Le président a vu même Macron pour parler de la même question. Le président a vu même Sassou. Vous avez attendu l'interview du président à Brazzaville. Il dit, je suis venu le voir, c'est le doyen de la sous-région. Avec son expérience, il peut nous aider à résoudre les causes profondes. Même le président sait que la crise ici a de véritables causes qu'on ne peut pas résoudre d'un coup de fouet. Il a besoin de tout le monde. Simplement, politiquement, le président est motivé pour gagner à temps. De Washington à passer par Doha jusqu'à Addis Abeba. D'Addis Abeba à Brazzaville, à Lomé, à Luanda, tous nous sommes d'accord que nous devons nous parler. Mais quand vous parlez maintenant, vous prenez toutes les résolutions et accords signés en international avec Tshisekedi. La résolution 2773, oui, il y a eu des recommandations contre le Rwanda. Nous ne disons pas ce que nous avons accepté pour que cette résolution soit pondue. On nous a indiqué que nous devons avoir un dialogue inclusif pour réunifier, harmoniser les vies à l'interne. Et Mouyaya se pose la question. Non, faut pas comment dialoguer avec ceux-là qui ont pourtant deux acquaintances avec le régime de Kigali? Mouyaya, c'est un politique. Il nous fait quitter les négociations pour le dialogue. Le dialogue, c'est à l'interne. Mais les négociations, c'est une forme de compromis, non? C'est une forme de dialogue, non? Ils n'ont pas signé un accord à Washington avec le Rwanda. Ils ne sont pas à Doha. Hein? C'est pourquoi je vous ai dit, il n'y a pas lié d'analyser beaucoup. Ce sont des discours politiquement motivés pour le faible opinion que Mouyaya pense dompter. Je prends Julien Palou. On ne peut pas dire que c'est la dernière rébellion, mais on peut dire que c'est la dernière. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas à Julien Paloukou de sécuriser les territoires nationaux. Ceux qui vont sécuriser ces territoires nationaux, lui-même vient de les insulter. Il dit, il y a des militaires qu'il a considérés des patates pourries. Le discours est là. Donc il dit, bah pourrinde, bah on sait la question en a dernière rébellion. Vous ne prenez que les ratés du discours. et non ce qui est de positif. C'est un leader majeur. C'est un leader d'opinion. De sur quoi ministre dans un gouvernement. Qui qualifie, cette armée hier a été qualifiée de clochard. Cette armée aujourd'hui est qualifiée de patates pourries. Comment voulez-vous avoir la sécurité? Il y avait des patates pourries. Il y avait. Mais là, aujourd'hui, il y a un grand effort pour extirper ces gens, toutes les patates pourries de l'armée. Tshisekedi, au dernier, ils ont pris cette armée pour cible. Parce qu'ils savent que c'est une marmite taiseuse. La grande muette. Ils ne vont pas répondre. Comment? Montrez-moi un seul ministre. Quel que soit que c'est vrai. Faisons semblant comme si c'était vrai, il y avait des patates pourries au sein de l'armée. Est-ce que les dire sur la place publique n'est pas jeter de l'eau propre sur la nation?
Allez, chiter. Prenons que c'est vrai. Mais rendre une armée efficace pour qu'à la prochaine fois, nous ne puissions pas subir une autre rébellion. Ce n'est pas simplement extirper ce que vous pensez que ce sont des patates pourries. Mais le nucléaire, les ressources humaines, la prise en charge de ces militaires-là, la prise en charge des dépendants de militaires. Quand vous vendez des sacs de maïs à 18 000 francs aux militaires, montrez-moi un seul pays où le militaire achète là à manger. Nous sommes ici, et il n'acquise que l'armée. Débat sur la reddition des comptes, 2025, Assemblée nationale. Camère au perchoir. Ça a été dit. L'argent destiné à l'armée est consommé à Kinshasa par des politiques. Qui a été arrêté? Allez, chiter. Ça, c'est politique qui consomme tout ce qui est destiné à l'armée. Ce ne sont pas des patates pourries, non? C'est là Julien Palou. Donc, en fait, nous sommes là. Nous sommes dirigés par des irresponsables. Les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nous sommes laissés à la merci de tout celui qui veut nous dompter, peut nous dompter. Vous ne croyez pas du tout aux propos de Julien Paluku? Le président de la République sait qu'au jour d'aujourd'hui, savez-vous, en pratique internationale, quand un gouvernement décide de négocier avec un mouvement rebelle, ça veut dire l'État accepte son efficacité à dompter ces mouvements. Alors, quel est le mécanisme qui reste? Nous devons négocier. N'est-ce pas, ils sont à Doha. Allez. Mais Julien Paluku a passé plus de 15 ans comme gouverneur dans cette zone de turbulence. Il a fait rapport à qui? Merci. Nous devons chuter. Vous avez eu le temps qu'il fallait pour ce tout dernier tour de table. On va chuter Marabobola. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît, respectez le temps pour conclure. Est-ce que la trajectoire que prend le pays vous rassure aujourd'hui? Est-ce que nous pouvons nous accorder à dire que les signaux sont plutôt rassurants, surtout pour l'an 2026, avec le dialogue annoncé au mois de février, et quel en serait, d'après vous, le préalable? Dialogue ou d'abord le réaménagement technique, voir comment est-ce qu'on peut mettre à l'eau ou jeter à l'eau certains pions au moment où la guerre des l'ego de certains membres du président continue à dominer. Merci bien. Votre invité, M. Merlin, a dit des choses un peu, je considère... Des choses vertes. Gravissimes de ma part. Même si vous n'êtes pas de mauvaise foi, ou même si vous compreniez les différentes idéologies de chaque acteur philosophique et consort, vous ne pouvez pas cautionner que dans votre pays où on vous tue, on viole vos mamans, et vous ne pouvez pas condamner les actes de la barbarie considérés par les organisations internationales comme des viols des droits de l'homme et consorts sur les plans scientifiques. Qui n'a pas condamné? Merlin dit ici, aucun intellectuel congolais ne peut condamner scientifiquement ce que Kagame est en train de faire. Il a soutenu cette pensée sur la pensée de Machiavel, que chaque État a des ambitions, des velléités expansionnistes et consorts. Mon cher frère, soyons des humains. Est-ce qu'il est important de prendre une pensée d'un philosophe, l'appliquer sur un État où, je donne l'exemple, votre famille est violée? Je donne le cas des phénomènes qu'on appelle le banditisme urbain, les Koulouna. On entre dans votre parcelle, on tue votre petit frère, on viole votre femme, on égorge votre fils. Moi, votre voisin, et je suis en train de voir ça, je dois rester bras croisés? Et qu'est-ce que c'est plaindre? Même si je dis... Qu'est-ce que c'est plaindre changerait à partir du moment où on n'apprend pas à agir? On ne se plaint pas. Les problèmes ici, je ne vois pas les mal. Pourquoi lorsque nous disons qu'il faut condamner l'agression rwandaise? Okay. Qu'est-ce que condamner changerait à partir du moment où la condamnation, on n'apprend pas à agir déjà à l'interne? La condamnation apporte ce qu'on appelle aussi un soutien moral de la part du président de la République. Kagame a tenu des propos. Ce sont des propos incendiaires. Et ça remet en cause les limites frontalières que nos pères colonisateurs nous ont léguées. Mais au début de l'émission, je me suis posé la question. Je viens ici. Donc, attendez, au début de l'émission, je me suis posé la question. Où s'arrête la parole et où commence l'action? Devons-nous être un État plaintif ou dénonciateur?
si nous n'apprenons pas à agir un tout petit peu et à être sérieux. Quelle est la solution que vous proposez à la place? Il a parlé ici d'une armée de clochards, une armée de patates. Répondez à ma question. Pourries, tout ça là. S'il vous plaît, excusez-moi. Non, je ne vous dérange pas, mais ce n'est pas moi. C'est le président et Julien Paluku. Non, je parlais de vous, c'est parce que c'est vous qui avez répété sur les plateaux. Donc c'est le président qui avait tenu de tels propos. Est-ce qu'il est d'accord avec moi que les militaires congolais étaient des clochards? Vous refusez de répondre à la question. Ça, c'est deux. Une armée de patates pourries. Ça, si ça est dans le sens de jeter les discrédits sur notre armée, nos militaires, ça, j'ai dit non. Il doit retirer ça de la part du ministre. Nous avons une bonne armée. Notre armée a un problème, c'est le mal de la trahison. On est 8e. Il dit ici... D'après le dernier classement... Qu'est-ce qu'il dit? Non, excusez-moi. On est 8e, hein? Ah oui? On est 8e. Bon, écoutez, le 8e là, il faut aussi voir l'efficacité. Même si les statistiques, le classement de Power, c'est encore quelle organisation? J'ignore le nom, ça va venir. Ah oui, mais il faut voir maintenant sur le plan efficace ou alors de l'efficacité de cette armée. À chaque fois, vous avez une armée qui ne fait que régresser devant, je dirais, un petit groupe soutenu par des forces obscures. Il faut bien réfléchir. C'est-à-dire, lorsque vous avez des généraux qui sont interpellés, arrêtés et puis jugés, condamnés, par rapport à la trahison, à l'infiltration et consorts. Donc, nous tombons dans ce que le chef de l'État parlait sur le clochardisme de notre armée. Merlin parle ici de l'absence de l'autorité de l'État. Écoutez, mais c'est beau bien, nous n'avons pas une autorité de l'État. Nous affirmons ça. Mais quel est alors l'impact de l'implication de certains pays voisins sur nos matières premières? Ça aussi, il faut quand même condamner, mon cher ami. Il faut condamner. Et donc, pour citer, la République démocratique du Congo, elle est précieuse. Sous Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train de commettre un redécollage sur plusieurs plans. Oui, un redécollage sur plusieurs plans dans notre pays. Sur le plan de l'armée, le chef de l'État a initié beaucoup de réformes. Aujourd'hui, sur le plan salarial d'un militaire, les salaires congolais d'un militaire aujourd'hui, c'est pas ce que l'ancien président, l'ancien régime avait touché. Sur le plan... non, ça avance, ça avance. Les résultats ne sont jamais spontanés. Il y a un principe agricole qui dit, et ça c'est en agronomie, la croissance est fonction du temps. Vous ne pouvez pas s'aimer aujourd'hui, récolter aujourd'hui, sinon ça sera de la sorcellerie. Et donc, le chef de l'État a mis le Congo sur une bonne voie. Sur le plan diplomatique, vous voyez les résultats que nous sommes en train de récolter. L'histoire retiendra qu'il y a eu un homme qui a réussi à mettre fin aux avancées d'un groupe armé à travers un stylo, à travers une diplomatie active et percutante. Aujourd'hui, le chef de l'État se bat pour que la paix revienne. Et nous demandons au peuple congolais de pouvoir faire un bloc derrière le chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas avoir ce qu'on appelle, moi je l'ai toujours dit, c'est que le chef de l'État vit aujourd'hui, il est tellement exposé et que sa vie est en danger. Il est arrivé au moment où Mouzé était arrivé. Mouzé a compris que ces gens étaient des aventuriers et Mouzé a voulu lancer un défi. Il a été déjà pris au piège. Merci. Ça n'a pas marché. Et au moment où le chef de l'État le fait, nous devons l'accompagner, les soutenir. Les postes et les habits, ce sont des choses éphémères. Merci. Nous devons voir demain, parce que c'est notre demain, que nos enfants vont vivre sans la compromission de ceux qui veulent prendre nos matières premières et notre terre. C'est important. Rechutez rapidement, parlez-vous. Mon cher Mara, le pouvoir d'achat, c'est l'équilibre entre les revenus mensuels et l'équilibre du marché. Vous ne pouvez pas ici dire que les militaires sont bien rémunérés pendant que le marché, l'organisation du marché pose problème. Vous avez pris votre inscription à la faculté de l'économie. Permettez-moi de vous poser cette question. Non. C'est-à-dire que vous ne parlez que de l'économie. Qu'est-ce qui ne va pas? L'essentiel de la politique, c'est l'économie. Ce n'est pas le débat politique. Ce n'est pas le droit. Ce n'est pas le droit. Les SPA. Ce n'est pas ça l'essentiel. Parce qu'avec les si vous organisez votre économie, vous serez un État puissant militairement. Parce que vous aurez de quoi financer l'armée. Vous serez stable sur le plan renseignement. Parce que vous aurez de quoi à financer vos services de renseignement. Donc l'essentiel de la politique, c'est l'économie. Un État qui vit avec une économie extravertie, il traverse des moments comme nous traversons aujourd'hui. Donc nous devons l'essentiel. Vous ne pouvez pas. Quand vous allez... J'aime beaucoup d'ailleurs le coup d'économie politique. Quand vous allez au camp Lufungu, là, le plus grand camp de la police du Congo, il n'y a aucune toilette. Moi, j'habite Lingwala. J'ai des amis là. Ça veut dire déjà, ça montre dans quel état l'État organise et prend en charge ces structures. Ce n'est pas venir dire augmentation salariale.
Ça, c'est un. Mais il vous a quitté pas à dénoncer l'agression. Attends. Pas négocier. Lorsque nous, on marchait les ici. Congolais de service. Attends, lorsque nous, dans le bloc patriotique, on a organisé des marches avec des chemises blanches pour dénoncer l'agression rwandaise en 2022-2023, et ils ne le faisaient pas. C'est-à-dire, on nous demande de faire ce que nous avons fait pendant plusieurs années. Alors que pendant qu'on dénonçait depuis plusieurs années, et ils devaient profiter pour donner des solutions, ils n'ont donné aucune solution. Donc, on veut nous maintenir dans la routine. Vous êtes au salarié, le côté de l'État, Kagame. Quand je dis aucun intérêt va condamner Kagame, c'est la réalité géopolitique et la relation internationale. Je vous donne un cas. Regarde la puissance d'État là où Kagame a raison. N'est-ce pas Poutine a annexé la Crimée ukrainienne? N'est-ce pas Trump veut prendre Groenland? N'est-ce pas? Ne faites pas la publicité de Kagame. Non, je ne fais pas la publicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le principe, c'est quoi? Chaque État responsable. Quand je ne dis pas que Kagame, ce qu'il fait, c'est bien. D'ailleurs, sur ton plateau, l'autre fois, j'avais demandé à Kagame de cesser avec ses bêtises, non? Mais je le dis pourquoi? C'est nous. Nous donnons l'impression que nous avons tout bien fait et que le mal, c'est l'extérieur. Alors que nous sommes le premier responsable de notre descente. On a été distrait sur tous les plans. L'opposition comme la majorité, comme le peuple. On était ailleurs. On pensait que le monde nous appartenait. On pensait que comme nous avons des minéraux, les gens vont s'agenouiller devant nous. Au lieu de travailler, voir comment sécuriser ces mines-là. Par exemple, aujourd'hui, Tshisekedi va dans des accords économiques. Parlou dit que c'est le cas. On va vers une solution définitive. Parlou a menti, je le mets à défi, le gouvernement qui publie la cartographie des mines congolaises. Le Congo a des minéraux, mais le Congo n'a plus de mines. Il y a une différence entre minéraux et mines. Mine, c'est la zone à exploiter. Au jour d'aujourd'hui, 99% de mines congolaises sont déjà cédées. Mines congolaises. Problème, aucun problème. Aucun problème. 99% cédés. Alors, quand vous amenez les États-Unis, il y aura conflit. C'est ça qui était à la base lorsque le gouvernement a décidé de récupérer. Donc, il faut donc découvrir de nouveaux gisements. Voilà. Et alors, ça prend du temps. C'est pourquoi ça prend le retard. Ce retard est dit à quoi? Les Américains vont envoyer les inspecteurs minières qui vont inspecter, voir le mine que nous avons et puis vérifier la teneur. Vous n'allez pas demander aux États-Unis d'intervenir pendant que vous avez par exemple des coltan ou cobalt de mauvaise qualité. C'est un travail, ça dit ce que Paluku dit. Paluku vit dans son propre imaginaire. En définitive. Alors que lui-même aussi, et même ceux qui nous mettent en difficulté, c'est ces gouvernements, c'est la classe politique congolaise, qui tous les acteurs sont dans les mines. Ils ont des carrés miniers, non? Je ne dis pas lui, mais je dis tous nous savons. La loi où le cadastre minier est interdit. Mais il y a conflit d'intérêts. Pourquoi? Vous décidez, vous bénéficiez. Ça veut dire, rien ne prouve que vous l'avez pris, vous avez entré en possession de ces mines en respectant la règle. Par exemple, par amitié. À frère Nangoza ministre, on peut sur avantage côté Nanga, c'est un document. C'est pourquoi on devait éviter ces conflits d'intérêts. Et quand vous regardez tous les conflits que nous avons ici, c'est dit à ça. Merci. Là où il y a des conflits, il n'y a que des mines. Merci beaucoup, Marley. Vous ne voulez pas de réaménagement technique, hein? Il faut reconduire le semi-noir. En tout cas, je vous demande. Moi, je ne vais pas évoquer. Les bons profils. Je ne vais pas évoquer cette question. Moi, plutôt, je vais parler de la vie de Kinshasa pendant une minute. Non, on est à la fin. 30 secondes. On ne peut pas être dans un plateau sans parler de Kinshasa. Bumba est là où il devrait être. Bumba, il n'est pas là où il devait être. Du président de la République à nous tous, nous sommes rendus que le président s'est le président avait pleuré devant tout le monde. Donc, tous nous savons que Bumba a échoué. Mon frère, l'échéance pour la vignette commence du 1er janvier au 31 mars. C'est quoi la contrainte? Parce que nous sommes dans la fourchette. C'est quoi l'urgence? C'est quoi l'urgence? Ça dit on nous impose de violer la loi tous. Donc Bumba nous demande de violer tous la loi pour les respecter. L'échéance, je mets tous les députés. Mais apparemment, il fait plier tout le monde. Non. Et même le gouvernement central et aux abonnés absents n'intervient pas pour remettre le pendule à l'heure. C'est ça l'irresponsabilité. Un député provincial peut avoir l'idée d'interpeller Bumba, mais le ministre de l'Intérieur interdit. Toute initiative des députés provinciaux contre elle. C'est ça tout le problème. Ces initiatives sont jugées alimentaires. Mais là maintenant, au point de paralyser l'initiative est jugée alimentaire. Mais là maintenant, Bumba nous pousse à violer la loi. On fait comment?
Allez, c'est votre avis aussi sur oui, vos combats? moi je pense que la ville provinciale de Kinshasa, Mérite mieux. le gouvernement provincial gère la ville avec beaucoup de légèreté et qui occasionne des incompétences. Ici, je vais citer avec le dossier de la morgue, de la spoliation, On est à la notamment, fin, oui, 30 secondes. 30 secondes, la spoliation de l'hôpital général de référence de Kinkole. Il y a des documents qui ont approuvé que le ministre provincial de la Santé n'avait pas qualité de donner un avenant en donnant 10 ans à M. Clovis Samba, que le rapporteur de l'Assemblée provinciale est capable... De la santé, Ah oui, M. Patricien Gongo, oui, qui lui a donné cela, en violation de la loi. Est-ce que la morgue privée de M. Samba, qu'il a construit, illégalement, que la loi condamne de 1973, telle qu'elle est modifiée en janvier, il n'avait pas reçu ni l'autorisation, ni, comment on appelle ça, ni les maquettes et consorts. Là, le ministre provincial de la Santé nous balance un document visant à fermer toutes les morgues privées irrégulières dans la ville de Kinshasa. Maintenant, dites-moi, le taux de mortalité seulement dans le district de la Tchangou, est-ce qu'une seule morgue de Clovis Samba la barre est galopante, hein? Vous voyez? Alors ça, nous pensons que M. Patricien Gongo ne doit pas passer pour ministre de la Santé publique, hygiène et protection sociale, pour le peuple qui est, pour les comptes de ses collaborateurs, de sa famille politique. Parce que là, on a comme l'impression qu'il est en train de favoriser M. Samba, qui est de sa famille politique de MLC. Je demande Jean-Pierre Bemba, mon grand frère, pourquoi il peut accepter que ces cadres aident les consorts pour aller spolier un hôpital? Merci. Nous sommes dans quel état? Ouais, nous sommes dans quel état? On verra comment creuser Nous sommes dans un état. Non, écoutez. Vous êtes des lions sacrés. Oui. Vous pouvez le voir. Il y a des choses. Il y a des choses que nous pouvons. Excusez-moi. L'autorité peut aller spolier un hôpital. Excusez-moi. Nous sommes pas dans un état. Excusez-moi. L'état où on se retrouve, la vie pour moi de Kinshasa, c'est ce que j'ai dit. La gestion, elle est légère. Et elle est aussi favorisée par les décisions des ministres. Merci. Et donc, on est arrivé à la fin. Monsieur le ministre doit penser aux initiatives qui appuient la vision du chef de l'État. En termes de nombre, mais aussi de taux de mortalité, notamment dans ces coins. Il doit aller retirer la morgue de Clovis Samba au niveau de la spoliation de l'hôpital général. Voilà, je vais paraphraser l'un des visages iconiques, l'un des visages du combat pour l'émancipation et la liberté du peuple congolais, Monseigneur paix à son âme. Mosengo, que les médiocres dégagent. Vraiment. En tout cas, ça vaut son pesant d'or. Ils se reconnaissent partout où ils sont. Et pour que le pays redécolle. On est arrivé à la fin. On vous retrouve avec Clamdose et Plaisir pour un autre casting. Restez-nous fidèles et à tout à l'heure.